Je me présente, Sylvain Charbonneau, donc chef de service, transfert des connaissances et innovation. Bienvenue et merci de votre présence en si grand nombre aujourd'hui. Merci de contribuer au rayonnement et au succès de ces webinaires. Ces conférences sont rendues possibles grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé de près et ou de loin à la réalisation et à la mise en œuvre de cette conférence. Donc, la conférence d'aujourd'hui a pour titre « La cyberfraude déchaînée, une bataille contre l'invisible ». Pour cette conférence, nous avons l'honneur de recevoir Mme Joanne Wehmer. Donc, Mme Joanne Wehmer, elle est professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Elle est spécialiste en victimologie. Elle est responsable de l'équipe de recherche Victimes, droits et société au Centre international de criminologie comparée. Elle co-dirige également le Centre de justice pour les victimes d'actes criminels de l'Université de Montréal. Mme Wehmer est la vice-présidente de la World Society of Victimology et rédactrice de l'International Review of Victimology. Alors, merci beaucoup et bienvenue. Notre second conférencier est un agent enquêteur de la Sûreté du Québec. À la demande de son employeur et pour des questions de sécurité et de protection, nous devrons maintenir son anonymat afin de préserver le bon déroulement des dossiers en cours. Notre conférencier est membre de l'équipe intégrée de lutte aux crimes financiers du Service des enquêtes spécialisées en cybercriminalité et crimes financiers à la Sûreté du Québec. Alors, merci et bienvenue également. Concernant les questions de l'auditoire, donc, puisque c'est un webinaire interactif, nous fonctionnerons un peu différemment pour cette conférence. Donc, c'est-à-dire que nous vous invitons à poser vos questions et inscrire vos interventions tout au long de la conférence. Donc, par écrit, dans la section questions et réponses, le QR, et dans la section clavardage de l'application Teams. Et non à la fin, comme à l'habitude de nos conférences synaptiques. Donc, ainsi, vos interventions contribueront directement aux échanges qui prendront place durant la présentation. Notre collègue Marie-Ève Arsenault, qui agira en titre de modératrice, pourra ainsi lire vos questions et les transmettre à nos invités là, durant la conférence. Il est important de noter que vos écrits seront conservés, notamment dans l'enregistrement et via la transcription là, de cette conférence. Alors voilà, sans plus tarder, je passe la parole à nos conférenciers et conférencières. Donc, merci beaucoup et bonne conférence. Alors, bonjour tout le monde. Je suis le sergent enquêteur, là, comme mentionné précédemment. Là, je suis obligé de garder juste mon titre et non mon nom complet. Alors aujourd'hui, les objectifs de la formation, c'est, je vais vous les lire en même temps que vous, connaître les 6 grandes fraudes actuelles, démystifier le profil des victimes, comprendre comment agir avec les victimes et savoir qui contacter en cas de fraude. Alors, pour les sections suivantes, je vais vous lire la définition, puis je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu à travers mes différentes enquêtes. Alors, le premier type de fraude, c'est les fraudes grands-parents. La définition, c'est une escroquerie où un fraudeur se fait passer pour un membre de la famille, souvent un petit-fils ou une petite-fille, afin de soutirer l'argent à une personne âgée. Un exemple concret que j'ai eu là-dedans, c'était une personne se fait appeler, prétextant que son fils avait eu un accident d'auto en capacité affaiblie, puis qui était détenu en Ontario et que le parent qui a été contacté devait fournir une somme d'argent afin de le libérer. La personne, le père, en fait, qui a reçu l'appel, connaissait pas le monde juridique beaucoup. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait aider son garçon. Fait qu'il lui a transféré des sous par Interac. C'est tout le temps dans les ranges de à peu près 1000 ou 2000 $. Puis, par chance, les fraudeurs ne savaient pas, mais le petit-fils était effectivement parti à un mariage cette fin de semaine-là. Ils ont eu comme... je ne sais pas comment ils ont su ça, mais ça faisait en sorte que la personne qui a reçu l'appel, le père, il pensait que tout était plausible. Alors, il a réellement transféré les sous au fraudeur. Puis quelques jours plus tard, quand le garçon il a rappelé son père pour lui donner des nouvelles du mariage, puis qu'il s'en vient, il lui a posé la question par rapport à son emprisonnement, par rapport à la capacité affaiblie, puis il s'est rendu compte que c'était faux, que c'était une fraude, puis il a porté plainte à la police. Ensuite, le deuxième type de fraude, c'est les fraudes faux représentants.
C'est un stratagème qui consiste à téléphoner à une personne sur sa ligne résidentielle ou sur son cellulaire en affichant le nom d'une institution financière en prétextant être un représentant de cette institution. Ce type de fraude fait beaucoup de l'actualité dernièrement. C'est exactement ce qu'ils font. Les fraudeurs utilisent un logiciel qui permet d'afficher ce qu'ils veulent. Dernièrement, en octobre dernier, il y a eu ça a passé dans les médias, la Sûreté du Québec a arrêté là, une vingtaine de personnes par rapport à la fraude faux représentant. Les suspects utilisent le logiciel, puis ils affichaient à 50% du temps Caisse des Jardins avec le vrai numéro de la Caisse des Jardins. Ils appelaient les personnes, puis ils leur disaient qu'ils avaient été victimes d'une fraude sur leur carte. Ils donnaient, mettons, un endroit au Québec vraiment plus loin d'où la personne réside, en leur disant que leur carte avait été clonée, puis qu'ils devaient les récupérer afin d'empêcher la fraude de continuer. Ensuite, ils envoient ce qu'ils appellent un facteur privé, récupérer les cartes, puis demander aux personnes d'inscrire leur NIP sur les cartes. La moyenne d'âge est à peu près 67 ans des personnes qui se font appeler, puis en général, ils utilisent le Canada 411. Fait que les personnes qui vont récupérer les enveloppes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sonner chez la personne, ils récupèrent les enveloppes, puis automatiquement, vu qu'ils ont le NIP, ils se mettent à faire des retraits puis des achats sur les cartes fraudées. Ensuite, les fraudes amoureuses. Un fraudeur crée des faux profils sur des sites de réseautage social ou des rencontres en ligne et entre en contact avec sa victime en établissant un lien de confiance pour soutirer de l'argent. Ce type de fraude aussi est très, très, très répandu. Il y a même eu une organisation criminelle dans les années 80 qui s'appelait les Yahoo Boys, qui ne faisaient que ça. Ils s'en cachaient même pas. Puis aujourd'hui, la fraude s'est développée beaucoup plus, même en Amérique du Nord. Puis c'est vraiment les fraudeurs vont utiliser des faux profils. Ils vont souvent utiliser des belles femmes qui recherchent juste des nouveaux conjoints. Puis au fil des jours, semaines, parfois même des mois, ils vont établir un lien de confiance avec cette personne-là. Puis ils vont avoir de la misère à les rencontrer, ils vont toujours trouver des excuses pour ne pas faire des FaceTime. Puis quand ils vont arriver pour les rencontrer, ils vont leur dire, écoutez, j'ai eu un problème avec mon billet d'avion, mais j'ai un héritage qui s'en vient. Est-ce que tu pourrais me transférer des sous, s'il vous plaît? Je vais prendre l'avion, je m'en viens te rejoindre. La victime qui est en amour avec cette personne-là, qui ne peut pas supposer qu'après des mois d'échange, ce soit faux. Tranquillement, pas vite, commence à transférer des sous à l'autre personne. Il y a tout le temps une excuse pour pas qu'il se présente, puis ainsi de suite. Puis c'est des sous, puis des sous et des sous sans arrêt. Ensuite, le quatrième type de fraude, c'est l'usurpation d'identité de crypto-monnaie. C'est une escroquerie où un fraudeur utilise l'identité d'une personne pour accéder à ses comptes de crypto-monnaie ou pour convaincre des victimes de transférer des fonds en crypto-monnaie, et ce, sur des fausses plateformes. Le cas typique que j'ai eu à enquêter, c'est des gens qui voyaient une annonce sur Facebook de Elon Musk qui leur disait d'investir dans tel type de crypto pour avoir des rendements très élevés. Les gens cliquaient là-dessus, puis c'est souvent des gens qui ne connaissent pas la crypto-monnaie. Alors, les gens ils cliquent là-dessus, rentrent leur information personnelle, puis dans les heures suivantes, il y a quelqu'un qui les appelle, puis qui leur explique comment ça va fonctionner, qui a juste à installer telle application, puis à partir de là, il rentre ses informations bancaires, puis la victime va déposer des sous qui sont transférés en crypto-monnaie. Le stratagème derrière ça, c'est qu'ils utilisent des faux sites qui ont l'air d'être des sites d'investissement en crypto-monnaie ultra réels. J'ai eu la chance de rentrer dans un de ces sites-là avant qu'ils ferment. C'est identique à comme si on rentrait dans une plateforme de trading. Parce que je pouvais voir la fluctuation des crypto-monnaies en temps réel. Je pouvais voir tous les dépôts de la victime aux bonnes heures, aux bonnes dates. Le seul problème, c'est qu'étant donné que la personne derrière le site, étant donné que la personne qui dépose les sous, la victime ne connaît rien dans la crypto-monnaie, elle dépose son argent dans une adresse de crypto-monnaie qui appartient au fraudeur, et puis tout ce qu'il voit à l'écran, c'est juste, c'est du vent. C'est tout fictif. Alors, la personne a continué à mettre des sous, puis ils font des gains mirobolants.
Puis ça se termine toujours de la même manière. Quand la victime désire avoir ses sous, le fraudeur va lui demander ben, qu'il doit payer une taxe en fonction des gains qu'ils ont faits. La victime va toujours dire la même affaire, ben alors prends l'argent dans les profits que j'ai faits. Le fraudeur va répondre non, je ne peux pas, parce que ça doit sortir ça ne peut pas sortir de tes profits. Alors, il va leur demander un autre 15 ou 20 000 par rapport à ça. Puis là, la personne va soit encore emprunter de l'argent pour essayer de payer ou sera juste plus capable de payer, puis il n'y aura plus aucun contact après ça avec le fraudeur. Les faux sites d'investissement, ils restent en ligne peut-être quelques mois, puis après ça, il en ouvre un autre. Cinquième type de fraude, c'est la sextorsion. C'est une forme de chantage en ligne où une personne est menacée de voir diffuser des images ou des vidéos intimes d'elle, réelles ou fabriquées, si elle ne paie pas une somme d'argent ou ne fournit pas d'autres contenus sexuels. Un exemple classique que j'ai de ça, malheureusement, c'est les jeunes un cas que j'ai eu dernièrement, c'est un jeune garçon de 15-16 ans qui rencontre une fille sur Snapchat qu'il n'a jamais vue, une belle fille. Ils commencent à échanger entre eux, puis lui, il tombe amoureux d'elle. Puis assez rapidement, elle lui demande d'aller faire des actes sexuels dans la chambre, puis de se filmer. Puis qu'ensuite, ça serait à elle à le faire. Ils vont comme, c'est leur concept pour eux de faire de l'amour virtuel. Puis au moment où le jeune s'est filmé, puis il a envoyé la vidéo, le fraudeur qui était de l'autre bord, qui était évidemment pas une jeune fille de 16 ans, lui a demandé des sous, sinon il allait envoyer les images à tous ses contacts Snapchat. Dernièrement, le sixième type de fraude, c'est le cyberesclavage. Là, ça mélange un peu deux types de fraude en même temps. C'est une forme d'exploitation où une personne est piégée, se faisant promettre un emploi légal, malheureusement fictif. Cette personne se voit donc privée de liberté et forcée de frauder, que ce soit en ligne ou par des appels, et ce, sous menace de violence et ou de torture. La presse a fait un article en avril dernier par rapport à ça. C'est le concept qu'ils appelle le pig butchering, où c'est des personnes qui se font promettre un emploi. C'est des personnes qui ont généralement peu de moyens, qui essaient de s'en sortir, qui se font promettre un emploi en ligne où ils feraient fort probablement du télémarketing, puis un revenu beaucoup plus imposant pour eux que ce qu'ils ont normalement. Une fois sur les lieux, l'endroit que je parle, là, ça a été mis dans la presse en avril, c'est aux Philippines. Une fois sur place, la victime, elle se fait enlever son passeport, puis elle se fait littéralement emprisonner dans un centre d'appel où elle est obligée de faire 7 jours par semaine. C'est comme 16 heures par jour des appels pour faire des fraudes. Fait qu'ils vont faire les fraudes qu'on a dit dernièrement. Fait que c'est soit des fraudes amoureuses, c'est soit des fraudes de crypto-monnaie, mais ils sont obligés de faire ça. Puis, ils ont même des salles de torture où les gens, quand ils n'ont pas des bons rendements, ils se font torturer. Fait que c'est ce qu'on appelle le cyberesclavage qui entraîne en plus les fraudes qu'on a nommées au début. Puis ce type de fraude-là, ça a été estimé à 64 milliards de dollars de revenus annuels. Alors, c'est super profitable pour les criminels d'utiliser ça. On va maintenant passer à la démystification du profil des victimes. Alors, les questions vont s'adresser à Mme Werner. Donc, d'abord, quel est le profil des victimes? Est-ce qu'il existe un profil type et est-ce qu'il y a des caractéristiques communes? Bonjour. D'abord, je pense un message important à envoyer est qu'il n'y a pas un type ou un profil de victime comme tel et que ça peut arriver à tout le monde. Hein? C'est ça qui est important à retenir. Personne n'est à l'abri de ça. Ça peut arriver à tout le monde. Et ainsi aussi, il est important de ne pas chercher le blâme ou les faux auprès des victimes, mais vraiment mettre la responsabilité sur les épaules des contrevenantes, hein, des fraudeurs. Je pense que ça, c'est important à retenir dans tout ça et qu'il n'y a pas un profil comme tel. Les gens vont être manipulés et comme vous avez bien, le sergent a bien expliqué, ce sont des personnes qui savent quoi dire, hein, et aussi ont la technologie pour faire
presque comme la réalité. Donc, pour tromper les gens. Donc, encore là, c'est très... ils sont très sophistiqués dans leur façon de faire. Et alors, ce n'est pas la caractéristique ou le profil de la victime comme tel, mais plutôt les responsables sont les contrevenantes qui cherchent à gagner l'argent rapidement et profiter, tromper des gens. Ça va? Oui? Si je peux me permettre de rajouter, j'ai eu, en fait, comme vous l'avez mentionné, le profil des victimes, là, ça s'étale là, sur un échantillon de toutes les personnes de la société. Les fraudes amoureuses, c'est souvent des personnes qui tombent dans un état de vulnérabilité où est-ce souvent ils ont eu une séparation difficile, puis ils sont seuls depuis longtemps. On a eu dernièrement le cas d'un homme qui a eu une conjointe pendant 20-30 ans qui est tombée malade, puis après ça, tombe seul du jour au lendemain. Il s'est fait approcher sur un site de rencontre par une super belle femme, puis il retrouve enfin l'affection qu'il avait plus de sa dernière, de sa séparation ou de sa femme qui est hospitalisée, qui fait en sorte que ils vont tout le temps rechercher ce qu'il y avait avant ou ce qu'ils ont toujours cherché dans leur vie. Ils ont enfin quelqu'un qui leur donne de l'affection puis qui porte de l'attention à eux. Puis pour les fraudes aussi de faux investissements, là, parfois on a tendance à juger les personnes ou penser que c'est des personnes qui sont de type de background différent, mais j'ai vu des personnes qui ont dépensé des millions de dollars, des anciens chefs d'entreprise ou des personnes qui ont fait fortune mais ils tombent dans l'appât du gain tellement fort, puis les fraudeurs, c'est leur métier. Ils sont rendus tellement bons, ils savent exactement quoi répondre, quoi dire, quand la personne elle va leur poser, mettons, la question, oui, mais s'il se passe ça, je fais quoi? C'est ton site, c'est-tu vrai? Ils ont tout le temps les réponses à tout. Puis ils savent exactement, ils ont même souvent, là, dans le cas qu'on parlait de cyberesclavage, ils ont même des scripts où est-ce qu'on peut voir si la personne vous pose ça comme question, qu'est-ce que vous répondez? Ils ont tout le temps réponse à tout, qui fait que la victime, tranquillement, pas vite, est de plus en plus en confiance avec eux, même s'il n'y a rien qui tient la route. L'exemple du monsieur qui avait perdu des millions de dollars, je lui ai parlé personnellement 3 fois pour lui expliquer que c'était des fraudes, mais il était incapable de le voir. Je lui ai montré parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, les faux sites d'investissement, ils durent quelques mois, ensuite ils ferment puis ils en ouvrent un autre. Ce monsieur-là a tellement dépensé de sous que les fraudeurs lui envoyaient des courriels. Notre compagnie va fusionner avec une nouvelle. Voici notre nouveau site. Fait que le monsieur, il continuait, il mettait ses sous ailleurs. Il l'a fait 3 ou 4 fois, puis je lui ai expliqué, il va se passer ci, il va se passer ça. Il n'était pas capable d'y croire. J'ai parlé avec sa fille. On a parlé même avec les gens de la banque, mais les gens de la banque, ils disent, oui, mais il n'y a rien qui nous dit que ce monsieur-là, il est sénile. Fait qu'on était comme un peu dans une impasse à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce type de personne-là. Puis pourtant, le monsieur est très sensé. Je lui ai parlé au téléphone, mais pour lui, son investissement en crypto-monnaie est réel. On va passer à la deuxième question. Comment faut-il agir avec les victimes? Par rapport à si quelqu'un se présente comme victime, par exemple, devant la police, ou même un ami, quelqu'un dans votre entourage, c'est souvent ça, le soutien informel d'abord. C'est une question d'être à l'écoute, de les traiter de façon respectueuse, respectueuse et de ne pas juger. C'est ça qui est important. Très souvent, on tombe dans les accusations par rapport aux victimes. Et les victimes, surtout dans les cas de fraude, elles se sentent déjà coupables. Elles se blâment déjà. Et ça leur rend difficile pour les victimes de parler de ça avec d'autres personnes parce qu'elles se jugent déjà et elles sentent comme elles seront jugées. Il y avait un exemple récemment d'un cas de cyber fraude en France où une chaîne de télévision l'a invité à faire une entrevue à la télévision à une victime de fraude amoureuse
pour parler de son expérience, pour partager son histoire, pour avertir les autres, elle a dit oui. Mais le feedback qu'elle a reçu des gens, des commentaires négatifs, comme elle était, stupide, etc., des critiques. Et finalement, ils ont annulé l'interview. Elle n'a jamais fait ça. Donc, les réactions sociales auprès des victimes sont aussi très, très importantes. Et il est important de savoir que c'est la pire chose qu'on peut faire parce que la victime va rester silente, elle va souffrir, elle ne va pas chercher l'aide. Et aussi, ça veut dire que nous, comme société, ne serons non pas avertis non plus à cette réalité et comprendre cette réalité de victimisation et comprendre comment nous sommes tous possibles, vulnérables à la victimisation. Il y a tellement différents types de cyber-victimisation comme on vient de présenter, soit les personnes âgées, soit des personnes à la recherche d'amour, etc. Il y a beaucoup de variétés. L'important est qu'ils cherchent des personnes qui ont l'argent, et ça peut être aussi relatif, même des gens avec relativement, pour nous, les moyennes modestes. Pour quelqu'un dans un autre pays, pays en voie de développement, peut être considéré riche, donc une proie intéressante. Donc, encore là, personne n'est à l'abri. Je réfère souvent mes étudiantes à le film qui est sur Netflix, entre autres, Tinder Swindler. Et c'est un exemple une arnaque amoureuse, le cyber fraude. On voit comment des belles femmes, jeunes femmes, avec un excellent emploi, intelligentes, ont aussi être victimes d'une fraude et comment c'est facile d'être trompé. Comment ils sont manipulatifs et aussi les contrevenants sont ils peuvent manipuler les victimes facilement. Et ils sont préparés aussi. Ils ont mis tous en place pour ne pas être dévoilés. Donc, pourquoi donc la meilleure chose est d'être averti, de comprendre qu'il y a un risque et ainsi de rester vigilante. Est-ce que ça va pour la réponse à la question comment faut-il agir avec les victimes? Oui, c'est parfait. On peut passer à l'autre question. Et Marie-Ève, bien sûr, s'il y a des questions du public, tu peux nous le dire. Donc, la prochaine question, ça serait pourquoi une victime redevient victime une deuxième fois? Ici, on parle de la victimisation multiple et c'est pas unique à la cyber-victimisation. J'aimerais dire ça plus en général, c'est quelque chose qu'on voit dans les sondages de victimisation. Il y a des théories là-dessus. L'idée est que ce qu'on pense, suite à des années de recherche, parce qu'on le voit depuis les années 70, qu'on a introduit les sondages de victimisation, est que la victimisation ajoute ou augmente le risque de victimisation. Et c'est surtout les conséquences de victimisation, comme le trauma, entre autres, l'anxiété, le stress, qui pourraient rendre quelqu'un encore plus vulnérable, plus à risque de victimisation de nouveau. Et c'est pas limité, comme j'ai dit, à cyber-victimisation ou d'un type de victimisation à l'autre. C'est plutôt polyvictimisation, de plusieurs différents types de victimisation. Ainsi, pour moi, ça envoie un message clair sur l'importance de l'intervention, de l'aide, de soutien aux victimes pour les aider dans le processus de rétablissement, de guérison, et ainsi les rendre moins vulnérables, moins à risque de victimisation de nouveau dans le futur. Merci. Est-ce qu'il y a un parallèle possible à faire avec le mouvement MeToo? Dans le sens qu'on le dénonce publiquement? Oui, absolument. Oui, donc dans ce sens-là, oui. Je pense que la force de MeToo était vraiment de ouvrir la discussion sur l'agression sexuelle dans le domaine public, de aussi permettre les victimes de parler librement de leur vécu.
et de dénoncer. Ça, c'est la force, je trouve, parce que, comme j'ai dit tantôt, la pire chose qu'on peut faire est de silencer les victimes, de cacher la victimisation. Si on veut que ça arrête, il faut qu'on dénonce, il faut qu'on parle de ça. Et je ne veux pas nécessairement dire la réaction judiciaire, juridique, ça peut, bien sûr, mais ce n'est pas toujours nécessairement ce que la victime cherche ou ce qui est possible non plus. Hein? Si le contrevenant est inconnu, par exemple, c'est impossible. Donc, mais important pour les victimes de chercher l'aide. Et ça commence avec le dénoncer ou de commencer à parler de leur vécu et de reconnaître la victimisation. Ça va? Oui, très intéressant. On a des questions qui sont peut-être plus pour le sergent enquêteur et peut-être plus sur la prévention. On a une question qui est comment doit-on réagir lorsqu'on se sent victime? Donc, je laisserai à qui veut. Ouais. Oui, ben dans le fond, c'est quand même large comme question, mais c'est dépendamment du type de fraude. Mais je pense que le plus important quand on pense qu'on l'est, c'est de valider l'information, valider tout le temps le type d'information ou qu'est-ce qu'on s'apprête à faire. Un exemple classique, là, c'est si les personnes, mettons, comme on disait tout à l'heure, les personnes qui se font appeler faux représentants, si les personnes raccrochent puis ils font juste directement après ça rappeler leur banque, ce que certaines, nous autres, on a vu dans nos dossiers, ont fait, ils rappelaient, mettons, Banque Desjardins, puis leur disaient, c'est-tu vrai que ma carte a été fraudée? Banque Desjardins disait non, ben c'était réglé. Mais en même temps, on met une étape plus loin où est-ce que la personne qui se fait appeler, ou un peu comme Mme Vernal le dit, ces personnes-là, des fois, ils sont dans un état autre. Ils sont dans un état tellement vulnérable qu'ils ne pensent même pas que ça peut être soit une fraude ou que ça peut être faux. Mais l'exemple, nous autres, le conseil le plus commun qu'on donne, c'est d'essayer de valider les informations où on s'en va. Puis surtout, c'est quand c'est trop bon, c'est faux. Parfait. Donc, valider. Et quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement trop beau. Comment est-il possible d'éviter l'extorsion par courriel ou par Facebook, par exemple? Ça revient encore un peu à ce qu'on vient juste de dire avant, c'est de valider. C'est la provenance du courriel va tout dire. Si, l'exemple classique qu'on a eu, surtout avec la pandémie, là, c'est quand les gens, on recevait soit un message texte ou un email qui disait que notre colis était coincé aux douanes puis qu'on devait payer. Mais quand on clique sur le email ou qu'on vérifie le email, là, souvent, ça va être des caractères à Gmail ou à Hotmail ça ne sera jamais, mettons, service à Post Canada. Le email ne sera jamais un email professionnel. Ils utilisent des logiciels qui font des générateurs de courriels qui leur permettent de faire des envois massifs. Puis même affaire, comme on disait, si l'autre personne, si la dame d'avant, elle a appelé la Caisse des Jardins, on a juste à pas répondre. On communique directement avec, mettons, Post Canada, puis là, on leur demande, est-ce que c'est vrai que mon colis est coincé à tel endroit? Si c'est vrai, vous allez avoir la réponse tout de suite. OK. Donc là, on reçoit plusieurs questions, donc je vais y aller. C'est peut-être pour vous deux. Est-ce qu'on investit suffisamment en prévention et sensibilisation selon vous? Est-ce que je vais répondre à ça? Je vais essayer de répondre à ça. Allez-y. Pour moi, c'est la prévention de la victimisation surtout. Hein? Donc, mon collègue, le sergent, peut peut-être parler de la prévention de la criminalité, mais pour moi, c'est la prévention de la victimisation. Donc, ça, des événements comme aujourd'hui, de parler de ça, de le rendre dans le discours public, hein, de sensibiliser les gens sont très importants, mais aussi, comme j'ai dit, la question de l'aide et soutien aux victimes est aussi très importante. Et malheureusement, je trouve là, on ne fait pas assez. Hein? Même si au Québec, c'est bien développé en termes de services d'aide, il y a les centres d'aide victimes d'actes criminels, etc., il y a les indemnisations. Mais par exemple, quand il s'agit de fraude, les victimes n'ont pas accès au programme d'indemnisation victimes d'actes criminels ici au Québec. Parce que c'est juste les crimes de violence, ce n'est pas les crimes économiques.
bien que on comprenne que l'impact d'un tel type de victimisation n'est pas juste financier. Il y a aussi tout le côté psychosocial, il y a tout l'impact, ça peut être traumatique. Je connais un exemple aussi d'un acte amoureux où la victime, elle avait besoin de 40 séances avec un psychologue avant qu'elle a pu porter plainte à la police, simplement parce qu'elle était tellement affectée par ce qu'elle a vécu. Encore là, souvent avec le fraude, ils cherchent des gens qui ont des moyens. Elle avait un bon emploi, elle avait une assurance privée, donc aussi son soutien psychologique était couvert par les assurances privées, heureusement dans son cas. Mais ce n'est pas tout le monde qui se trouve dans cette situation. Et malheureusement, si on n'a pas accès à le programme d'indemnisation victime d'actes criminels ici au Québec, on peut possiblement pas avoir accès à soutien thérapeutique dont on a besoin. Et les listes d'attente sont aussi très longues, malheureusement. Donc, c'est un enjeu, je trouve, qu'il faut investir plus dans les services d'aide aux victimes pour prévenir, pour les rendre les gens moins vulnérables et ainsi prévenir la victimisation dans le futur. Si je peux faire du pouce sur ce que Mme Wimmer vient juste de dire, c'est effectivement très vrai que on considère les crimes économiques non violents, alors que moi, pour avoir lu des déclarations de victimes, il y a une grande majorité de ces personnes-là qui ont tout perdu. Puis des fois, ils ont un certain âge, on sait qu'ils n'arriveront jamais à récupérer ces sous-là. Puis les personnes, ils disent aux patrouilleurs qui prennent la plainte ou des fois aux enquêteurs qui vont les rencontrer qu'ils veulent tout simplement se suicider. Fait que moi, je considère que ces types de fraudes-là sont autant des crimes violents. On dit que c'est pas violent parce qu'il n'y a pas de geste physique de violence envers la personne, mais l'impact en arrière de ça, des fois, est parfois plus énorme. Puis je suppose que si vous pouvez poser la question à la personne, est-ce que vous préférez être blessé physiquement ou tout perdu vos sous? Puis il y en a une grande partie qui préférait être blessé physiquement autant émotionnellement qu'économiquement. Oui, tout à fait. Une vision autre qu'on n'a peut-être pas ou qu'on n'entend pas souvent que vous nous partagez présentement. Quel type de support on peut recevoir de la possible dans le cas d'une fraude? Est-ce qu'il y a d'autres ressources pour venir en aide aux victimes? Il y a les centres d'aide victimes d'actes criminels, d'abord, qui sont là pour toutes les victimes. Si vous avez porté plainte à la police, oui ou non, n'importe le type de victimisation. Donc ça, d'abord, il y a cette ressource précieuse. Il y a aussi, le clinique cybercriminalité par mon collègue à l'Université de Montréal, à l'école de criminologie, qui offre aussi information. Surtout information aux victimes de cyber-victimisation. Donc, ça, c'est une ressource intéressante aussi dans ce contexte-ci. Donc, il y a certaines ressources, mais encore là, si le mal est fait et la personne est déjà victime, c'est limité ce qu'on peut faire ou ce qui existe pour les soutenir. Et on devrait faire plus. Est-ce que, selon vous, il y a suffisamment d'interventions de recherche sur les fraudeurs au niveau international pour tenter de freiner ces fraudes et est-ce qu'une plus grande surveillance du web est possible, même réalisable? Encore, comme victimologue, moi, ma recherche est surtout sur le côté victime et pas le côté contrevenant. Donc, sur les enquêtes et tout ça, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus et ils peuvent mieux répondre à vos questions que moi par rapport à la criminalité. Mais par rapport à la victimisation, je trouve qu'on devrait faire plus, certainement. Juste si on regarde maintenant, le gouvernement le Statistique Canada fait des sondages de victimisation et ils ont aussi des sondages régulièrement sur le cyber-victimisation. On voit que juste la cyber-victimisation, c'est le type de victimisation le plus fréquent constaté au Canada. Donc, c'est un enjeu énorme et on devrait faire plus, je trouve, pour aider les victimes et prévenir la victimisation.
Oui, puis du point de vue de la police, on est effectivement d'accord aussi qu'on essaierait d'en faire plus. Une des difficultés qu'on a, je pense que c'est Mme Vémac qui l'a mentionné, mais il y a pas, les victimes ne portent pas tous plainte à la police. Je pense, là, je ne veux pas me mélanger dans les chiffres, mais je pense que ça doit être de l'ordre de 10 à 15% des victimes seulement qui viennent porter plainte. Souvent, effectivement, parce qu'ils ont honte d'eux autres. Ah, ça ne donnera rien, je n'aurai pas mon argent. Mais plus les gens vont venir porter plainte à la police, plus nous, on va avoir de données, puis plus on va être capable de mener des enquêtes qui vont mener à ça. Maintenant, on a déjà des systèmes de cybersurveillance qui essaient de détecter des types de fraudes ou des profils qui pourraient faire du sextorsion et compagnie, mais on reste quand même limité dans le nombre d'effectifs qu'on est. Puis on n'a pas assez de personnes qui viennent porter plainte pour enrichir nos enquêtes. Justement, à cet égard, est-ce que vous avez des idées comment qu'on pourrait encourager la population à davantage dire quand elles sont victimes? Qu'est-ce qui ferait, selon vous, en sorte qu'on pourrait augmenter ce taux qui est présentement de 5 à 10% de personnes qui se disent victimes à probablement la réelle réalité présente, qui est probablement plus grande que ça? Juste ajouter une nuance. Oui. On parle de victimes qui portent plainte à la police. Par contre, il y a un plus grand groupe de victimes qui parlent de leur victimisation, mais qui parlent, par exemple, avec d'autres ressources. Ça peut être, par exemple, leur banque, une autre ressource. Ça dépend du type de victimisation qu'ils ont vécu. Ou ça peut être juste leur entourage. Donc, ça, c'est aussi important. Il est important qu'on parle d'abord. Et puis, parce que c'est pas toujours nécessairement la police qui peut faire quelque chose. Si je reviens à l'exemple de Tinder Swindler, au fin de bout, ce que leur contrevenante, je veux dire contrevenante, mais c'était plutôt un trompeur, si je peux le dire comme ça, parce que au fin de bout, ils n'ont pas pu lui accuser de n'importe quel, porter des accusations contre lui. Il n'a pas commis des crimes. Toujours, quand les femmes ont donné l'argent, c'était de leur propre volonté. Bon, ils étaient trompés, mais ils l'ont fait avec leur propre nom, avec leur propre carte de crédit. Donc, on ne peut pas l'identifier comme un vol comme tel. Donc, aussi là, il est limité à ce que le justice criminelle peut faire. Et encore important d'assurer que d'abord, on est informé, on est averti. Et on a le soutien nécessaire pour aider les femmes parce que quand même, elles sont restées avec des pertes financières très importantes et les impacts psychosociaux aussi très importants. Toute question de méfiance, blâme, perte de confiance en soi, mais toutes les conséquences de ça. Tout à fait. Donc, c'est multidimensionnel, ça touche à plusieurs niveaux et c'est pas toujours effectivement la police qui peut à ce moment-là être l'endroit vers lequel on signale, dépendamment le type de fraude qu'on se retrouve à avoir subi. Une question intéressante, quel conseil avez-vous pour un intervenant qui accompagne une personne qui ne se croit pas être victime d'une fraude? Excellente question. Donc, toujours continuer d'être respectueuse après la personne, mais aussi essayer de présenter des informations, de questionner, de l'inviter de questionner, de faire une vérification de tous. Pour l'aider ou soutenir, de soulever des questions aussi à quelques moments dans sa propre tête. Parce que c'est pas juste on peut pas convaincre quelqu'un facilement, si on le croit, mais donc c'est vraiment au niveau de l'inviter de vérifier les faits, de se questionner, et si on est capable, par exemple, de vérifier les adresses, entre autres, ça dépend du type de le contexte, bien sûr.
Mais c'est ça. Donc, il faut rester positif par rapport à la victime. Pas le juger, pas le blâmer, parce qu'à quelques moments, on va arrêter simplement de parler. C'est pas ça qu'on veut. Oui, puis si je peux rajouter là-dessus, la dernière phrase que vous avez dit, là, Mme Vermeer, c'est effectivement vrai parce que on a eu un cas, justement, c'était d'une fraude amoureuse, puis la famille tentait d'aider le père par rapport à la fraude. On avait beau lui expliquer que c'était un faux profil, que la personne, c'était un homme qui venait de perdre sa femme, un homme d'à peu près 70 ans, puis là, c'est une belle jeune femme de 35 ans, quasiment mannequin, carrière internationale, qui s'intéressait à lui, puis on a beau lui expliquer, mais lui, il croyait réellement, un peu dépassé aussi par la technologie. Puis à force de lui dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, ben, la victime, tranquillement, pas vite, a commencé à moins communiquer puis à se retirer de par elle-même. La famille, elle tombe dans une impuissance totale pour essayer de faire raisonner la victime pour lui expliquer que c'est faux. Mais cette famille-là a eu un coup de génie, si je peux dire. Ils se sont créés un faux profil d'un homme qui est entré en contact avec la belle-fille qui courtisait leur père. Puis ils lui ont posé des questions, puis elle a affirmé qu'elle ne voyait. Puis juste la petite parenthèse, c'est que le père en question, ça faisait des semaines, même des mois, qu'il communiquait avec la belle-fille en question. Puis quand ils ont fait le faux compte pour s'intéresser à cette fille-là, elle a dit non, moi je suis célibataire, il n'y a personne d'intéressant sur ce site-là, je n'ai pas trouvé l'amour. Quand on lui a montré ça pour réaliser qu'effectivement, tout ce que le faux compte disait, ben, tout ce que la belle-fille disait, dans le fond, c'était juste des mensonges parce que dès qu'elle a rencontré un autre homme qui était un autre appât possible, elle a tout dit l'inverse. Non, je connais personne ici, je ne suis pas en couple, je perds mon temps, il n'y a personne intéressant, sauf toi. Puis elle recommençait la même démarche qu'elle a faite avant. Intéressant, une façon à ce moment-là de pouvoir montrer d'autres personnes qui prennent contact avec elle, qu'est-ce qui peut arriver. Une personne répond à un faux courriel de son institution financière et à ce moment-là, son information a été partagée. La personne change son mot de passe. L'étape suivante serait de communiquer avec la banque seulement? Point d'interrogation. Ben oui, effectivement, le réflexe, c'est d'effectivement communiquer avec la banque tout de suite pour tenter de bloquer les cartes ou les comptes, puis voir s'il y a eu des pertes financières ou pas. Ce qui est plus compliqué avec les banques, c'est que les banques, ils ont, entre guillemets, pas le temps de participer au processus judiciaire. Ils font juste absorber les pertes puis ils passent à autre chose. Fait que c'est compliqué côté police après ça d'avoir des informations, des statistiques de nombre de personnes qui se font frauder par rapport à ça. Les banques doivent dire, ben nous, à chaque année, on doit avoir X millions de pertes dues à des fraudes puis on passe à autre chose. Merci. De mon côté, ça finit les questions, mais je vois qu'on a beaucoup de questions sur quoi faire en cas qu'il nous arrive à ce moment-là une fraude. Est-ce qu'on a des indications? Et si je m'appelle bien, ça faisait partie des objectifs là, du webinaire. Oui, Marie-Ève, est-ce qu'il y avait d'autres, donc il n'y a pas d'autres questions de notre auditoire pour le moment? Pour le moment, là, il y a juste quelque chose il y en a une qui vient d'arriver, je crois. Pendant que tu lis ça, peut-être j'aurais peut-être une question pour Mme Vermeer. Est-ce que, Mme Vermeer, dans le domaine de la recherche en victimologie, justement, quelles sont, selon vous, les grandes tendances ou autrement dit, là, quels sont les sujets qui mériteraient davantage d'investissement, par exemple, par les conseils fédéraux, les organismes subventionnaires? Est-ce qu'il y a des domaines, des zones ou des sujets de recherche là, qui mériteraient davantage d'investissement, là, justement pour clarifier certains éléments ou creuser davantage les questions de recherche, là? Oh, il y a plein de choses qu'il faut étudier, certainement, bien sûr.
Oui, où est-ce qu'il faut commencer? Déjà ici, je pense qu'il y a beaucoup à faire par rapport à l'intervention auprès des victimes, l'aide au accès aux services. Hein, c'est surtout ça. C'est même pas. Recherche est importante, certainement, pour bien comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Mais je pense aussi simplement accès aux services et ce qui existe. Hein. Par exemple, tantôt, on a parlé de IVAC, indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Si l'objectif de ce programme-là est d'aider le rétablissement des victimes, et c'est ça, on trouve ces mots dans la loi qui a modifié le programme récemment, on peut poser la question, pourquoi est-ce que les victimes de fraude, par exemple, sont exclues? Si on sait très bien que les impacts psychosociaux sur l'individu sont là, c'est pas juste l'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont exclus de ce programme-là? Donc, je pense qu'il y a plein de choses à travailler là-dessus. Il y a aussi tout le système de justice pénale aussi. On n'a pas parlé trop de ça non plus, comme par exemple le fait que j'ai mentionné dans l'exemple de Tinder Swindler tantôt que dans certains cas, il est même pas possible de poursuivre je veux dire l'agresseur, l'auteur du crime, parce que c'est pas un crime, c'est elle qui a, donné accès, ouvrir la carte de crédit, l'utiliser, etc. pour lui, avec le promis qu'il va lui rembourser, mais il l'a jamais fait. Donc aussi là, peut-être il faudrait penser les définitions de criminalité aussi. Et toute la manipulation en soi. Donc, ce n'est pas juste l'argent ou des règles. Hein? Donc, ça nous invite à réfléchir. Il y avait un cas, il y a pas trop récemment, mais il y a quelques années, ici au Québec aussi, d'une victime aussi d'une question amoureuse. Et il a trompé la fille, il a pris son argent, etc. Mais au fin de bout, il a commis des crimes, mais pas contre elle. Elle était responsable pour les sommes d'argent qu'elle a dépensées pour lui. Donc, c'est ça. Et encore là, il n'y a pas accès à IVAC. Donc, c'est très limité dans l'accès aux services. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes de repenser les définitions des crimes. Mais aussi en termes d'accès aux services pour ce groupe victime. Oui, tout à fait. Absolument, je suis d'accord avec vous, là, effectivement. Oui, puis c'est en croissant, vous le dites bien, là, dans votre, je veux dire, c'est courant, là, on entend ça couramment sur les réseaux, on entend ça aux nouvelles, on entend ça. C'est une problématique sociétale extrêmement importante, puis on vit avec ça, puis je pense pas que ça va s'effacer du jour au lendemain, donc il y a tout à fait importance là, à se pencher sur la question. Écoutez, il est déjà rendu -10. Marie-Ève, à moins qu'il y ait d'autres questions, ou je ne sais pas, les collègues ou Annabelle de votre côté, si vous aviez des interventions à faire encore. On avait la dernière diapo ici. Je ne sais pas si notre sergent enquêteur voulait passer un mot de la fin par rapport à rester vigilant. Oui, exact. C'est 100% ça, j'allais dire. L'important, là, je l'avais dit, puis là, c'est écrit encore en grosses lettres, là, c'est valider. C'est important de tout le temps vérifier à qui on parle, où est-ce qu'on envoie notre argent, de vraiment prendre nos précautions, là. Puis comme je dis, quand c'est trop beau, c'est pas vrai. Probablement pas vrai, oui, effectivement. Exact. Ben super, écoutez, merci infiniment. Marie-Ève, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions pour tout de suite. De toute façon, comme je le disais, c'est les questions, on va pouvoir effectivement les prendre en note et vous revenir aux gens de l'auditoire. Donc, écoutez, un immense merci pour cette présentation. C'est une triste réalité, je pense, qui ruine des vies, là, on s'entend bien là-dessus, là, mais pour lesquelles au moins, je pense qu'il y a certaines ressources, en tout cas, du moins, des espoirs existent. Ça se structure. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un message d'espoir, il y a un message de prévention, un message d'accompagnement, mais il y a une réelle volonté, je pense, de notre société aussi à démystifier tout ça. Je pense que la technologie est allée peut-être trop vite par rapport à l'ensemble du système, mais bon, on s'entend bien que les choses s'organisent, en tout cas en espérant dans un avenir approché que nous aurons les ressources là, adaptées à ces situations. Pour ceux et celles, comme je le disais, qui souhaitent revoir la présentation,
Sachez qu'elle sera déposée sur le site web du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, vous aurez accès à l'intégralité de l'enregistrement. Merci aux gens de l'audience, donc, d'avoir assisté à cette activité synaptique.